Le matin du 28 février 1997, une flotte d'hélicoptères de presse s'est rassemblée au-dessus d'une banque dans un quartier autrement tranquille du nord de Los Angeles. Ils ont braqué leurs caméras sur le parking en contrebas, diffusant en direct à des millions de personnes. Au sol, un braquage de banque routinier se transformait en l'une des fusillades les plus violentes de l'histoire américaine. 2 braqueurs de banque échangeaient des tirs nourris avec des centaines d'agents de police. Ils étaient largement en infériorité numérique, mais ils n'étaient pas sous-armés. Les braqueurs de banque sont venus armés de plusieurs fusils automatiques, de milliers de balles de gros calibre et de suffisamment de gilets pare-balles pour rendre les armes du LAPD pratiquement inutiles. Ce matin-là, ils ont fait de Los Angeles une zone de guerre, changeant à jamais le cours de la police américaine. Larry Phillips Jr. venait d'une longue lignée de criminels. Son grand-père braquait des trains. Son père pillait des tombes. Et dans les années à venir, il deviendrait l'un des braqueurs de banque les plus tristement célèbres d'Amérique. Mais sa carrière criminelle n'a pas commencé par des coups d'éclat médiatisés. En 1984, après avoir quitté le lycée, Larry a commencé un entraînement de culturisme au Gold's Gym de Pasadena. Mais il s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas la génétique pour concourir au plus haut niveau et a commencé à chercher une nouvelle voie. Pour avoir l'allure d'un homme d'affaires prospère, Larry tenta de voler des costumes, mais il fut arrêté. À sa sortie de prison, il gagna sa vie comme agent immobilier. Mais l'argent facile le tentait trop. À l'occasion, il montait de petites escroqueries immobilières pour flouer ses clients. Mais le vrai tournant de sa carrière criminelle eut sans doute lieu au Gold's Gym, où il aurait rencontré son complice idéal. Emile Matasareanu a émigré de Roumanie à Los Angeles en 1976. Né avec une rare cardiopathie, faire du sport lui était quasiment impossible. Au lycée, il pesait environ 160 kilos. Le harcèlement incessant l'a rendu amer, renfermé et en colère. Mais en 1989, Emile décida de perdre du poids et s'inscrivit au Gold's Gym de Pasadena, le même club où s'entraînait Larry. On ne sait pas avec certitude si c'est vraiment là qu'ils se sont rencontrés. Quoi qu'il en soit, Larry a vu quelque chose en Emile. D'abord, ils partageaient tous deux une passion pour les armes à feu. Et bien que Larry ait eu davantage d'expérience dans ce domaine, Emile montrait un intérêt grandissant pour le crime. Larry pratiquait déjà de petites escroqueries immobilières, mais une fois liés d'amitié, ils ont commencé à travailler ensemble sur des projets plus ambitieux. Et ils n'étaient pas les seuls. En 1991, on a compté 9388 braquages de banque aux États-Unis. 1 sur 4, soit exactement 2355, a eu lieu ici même, dans l'aire métropolitaine de Los Angeles. L'année suivante, ce chiffre est monté à 2641, soit un braquage tous les 45 minutes d'ouverture d'une banque. Donc à l'époque, les braquages étaient peu sophistiqués, généralement non violents et rapportaient en moyenne seulement entre 1500 et 2000 $ aux voleurs. Mais le phénomène était si répandu que les banques ont commencé à embaucher des agents de sécurité armés, à utiliser des cartouches d'encre explosive et des traceurs, à renforcer la vidéosurveillance, à randomiser les livraisons d'espèces et à stocker l'argent dans des casiers verrouillés individuellement. Parallèlement, le gouvernement a sévi en relevant la peine minimale pour vol de banque à 25 ans. Et cela fonctionnait. Dès 1995, le nombre de braquages à LA avait été réduit de plus de moitié. Mais cela eut aussi un effet pervers. Cela n'a pas arrêté les criminels les plus déterminés, cela les a forcés à s'adapter. Avec des enjeux plus élevés et davantage d'obstacles, les coups ont été préparés plus soigneusement, plus ambitieux et bien plus violents. Les criminels ont visé des butins bien plus importants. Et s'il fallait éviter 25 ans de prison,
Ils étaient prêts à utiliser des otages, l'intimidation, des armes de type militaire et même la force létale. Larry Phillips et Emile Matasareanu faisaient partie de cette nouvelle génération de criminels. Il est difficile de dire quand ils ont commis leur premier vol à main armé ensemble. Certains enquêteurs pensent qu'entre 1990 et 1992, ils ont réalisé de petits coups. Petits commerces, supérettes, voire quelques convoyeurs de fonds. Rien de très gros, mais assez pour acquérir de l'expérience. Leur premier gros braquage confirmé date de 1993, lorsqu'ils ont tendu une embuscade à un fourgon blindé et se sont enfuis avec des dizaines de milliers de dollars. Le coup était parfait et leur prouva qu'ils pouvaient viser bien plus grand. Mais 3 mois plus tard, leur chance tourna. Un jour, au volant d'une voiture de location, Larry et Emile furent arrêtés pour excès de vitesse. Cela aurait dû être un simple contrôle routier, mais Emile a paniqué et a dit à l'agent que la voiture appartenait, je cite, à la mère de Dennis. Dennis était le faux nom de Larry. Évidemment, quand l'agent a vérifié l'immatriculation et que les informations n'ont pas correspondu à leur histoire, il les a arrêtés. Dans la voiture, l'agent a trouvé 2 fusils, 2 pistolets, 3000 cartouches, des bombes fumigènes, des scanners de police, des EEI, 3 fausses plaques et 2 ensembles de gilets pare-balles. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qu'ils préparaient. Larry et Emile ont écopé d'une courte peine de prison pour conspiration en vue de commettre un vol. Mais surtout, leur matériel a été confisqué. Et désormais, en tant que criminels condamnés, ils ne pouvaient plus posséder légalement des armes. Pour la plupart des délinquants, cela aurait été la fin. Mais chez Larry et Emile, les braquages sont devenus plus gros, plus complexes et bien plus violents. En 1995, ils ont franchi une nouvelle limite en tuant un agent de sécurité pour voler un fourgon blindé. En 1996, ils avaient pratiquement perfectionné le braquage de style militaire. 2 agences Bank of America dévalisées avec une puissance de feu écrasante en quelques minutes, repartant avec des centaines de milliers de dollars. Ils étaient désormais prêts pour le plus gros, mais au final, le plus désastreux coup de leur carrière. En 1997, Larry et Emile avaient arrêté leur prochaine cible, la succursale Bank of America de Laurel Canyon Boulevard, la plus grande de North Hollywood. L'emplacement était parfait. La banque se trouvait juste à côté d'une autoroute avec des parkings des 2 côtés, leur offrant plusieurs options pour fuir. À l'ouest, un centre commercial populaire rempli de civils, des boucliers humains potentiels qui inciteraient la police à réfléchir 2 fois avant de tirer. Et à l'est, un quartier résidentiel calme, avec des rues pouvant servir d'itinéraire d'évasion. Pour se préparer, ils ont rassemblé plus de 3000 cartouches et suffisamment d'armes pour équiper une petite armée. 3 fusils Norinco type 56 entièrement automatiques, des AK-47 fabriqués en Chine, équipés de chargeurs tambour de 100 coups. Un Bushmaster XM15 Dissipator, variante plus courte du M16 modifié en tir automatique. Et enfin, un fusil de bataille HK-91, idéal pour le combat à plus longue distance. Sous leurs vêtements, ils portaient des gilets Kevlar et de lourdes plaques d'acier sur la poitrine et le dos. Larry allait plus loin en enroulant l'aine, les bras et les jambes de rembourrage Kevlar de fortune. À titre de comparaison, l'agent moyen du LAPD portait alors 7 uniformes. Et 3 chargeurs de 15 coups pour un Beretta M92 FS qui tire des munitions de 9 mm. Voici à quoi cela ressemble comparé aux balles d'un HK-91. Inutile de dire qu'un Beretta n'allait pas changer grand-chose. Mais en dernier recours, même Larry et Emile en avaient un. Leur plan était simple. Entrer dans la banque, garder les civils sous contrôle, forcer le guichetier à ouvrir le coffre, fourrer un maximum de billets dans leur sac et ressortir avant même l'arrivée du LAPD. 8 minutes chrono, entrer et sortir. Le coup devait se faire un vendredi matin, quand le coffre serait réapprovisionné en liquide. Larry et Emile s'attendaient à partir avec au moins 750 000 $. Ce n'était pas un coup précipité de dernière minute. C'était l'aboutissement d'années de planification minutieuse, perfectionnant chaque détail et se préparant à tous les scénarios. Mais le jour enfin venu. Rien ne se passa comme prévu.
À 9h16 du matin, Larry et Emile sont sortis d'une Chevrolet Celebrity blanche sur le parking nord de la Bank of America sur Laurel Canyon Boulevard. Ils venaient tout juste de prendre du phénobarbital, un médicament généralement utilisé pour prévenir les convulsions, mais qu'ils utilisaient pour calmer leurs nerfs. Ils avaient planifié ce braquage dans les moindres détails et cousu des cadrans de montre dans leurs équipements pour chronométrer l'opération. Si tout se passait comme prévu, ils seraient entrés et sortis en seulement 8 minutes. Cependant, alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée, Larry aperçut une patrouille passant sur Laurel Canyon. Il n'était pas sûr que les agents les aient vus, alors il poursuivit le plan. On a 2 11 en cours à la Bank of America, Laurel Canyon. 2 suspects armés, équipement tactique complet. Pendant que la LAPD se rendait sur place, Larry attrapa un homme utilisant un DAB dans la banque, le jeta au sol et tira dans le plafond. Au même moment, Emile fit sauter la serrure de la porte de sécurité des guichets et poussait l'assistant gestionnaire vers le coffre. Mais il eut alors un problème. Au lieu d'un immense coffre unique, la banque avait de nombreuses boîtes individuelles, chacune nécessitant sa propre clé. Et pour empirer les choses, la livraison d'espèces qu'il pensait programmer chaque vendredi matin avait été randomisée pour renforcer la sécurité. Le braquage allait être bien plus lent et bien moins rentable. Au bout de 3 minutes, Larry laissa Emile au coffre et sortit de la banque. Si ces flics l'avaient vu entrer, il pourrait avoir des ennuis. En regardant vers le sud, il les vit qui attendaient dans le centre commercial en face. Le LAPD était déjà en route. Ça allait devenir moche. 8 minutes après le début, Emile avait rempli son sac de sport de 33 000 $. Et, sans le savoir, de 3 cartouches d'encre. À l'extérieur, plus de 20 agents du LAPD avaient déjà pris des positions défensives autour de la banque, couvrant tout le côté nord et ouest. C'est alors que Larry ressortit, leva son AK-47 et ouvrit le feu. Soudain, une fusillade violente éclata au milieu d'une route très fréquentée. Les policiers se mirent à couvert et tentèrent de riposter. Parfois, ils touchaient même directement Larry, mais à plus de 200 pieds, leur balle de 9 mm était pratiquement inutile contre son gilet pare-balles. Pendant ce temps, son AK perçait les voitures et même certains murs. Pendant 4 minutes d'affilée, Larry restait à découvert, arrosant Laurel Canyon de centaines de balles. Puis, Emile est sorti pour le rejoindre. Ensemble, ils blessèrent plusieurs agents et même des civils. Mais finalement, ils durent courir. D'abord, Larry se rua vers le parking pendant qu'Emile tirait pour le couvrir. Puis, une fois en bonne position, il fit de même. Cependant, quelques instants après qu'Emile eut quitté la banque, les 3 cartouches donc cachées dans son sac explosèrent. Et alors qu'il s'approchait du parking, un policier parvint à l'effleurer d'une balle juste au-dessus de l'œil. À ce moment-là, 6 hélicoptères de presse planaient au-dessus de la banque. L'un d'eux filma Emile se toucher la tête et laisse une trace de sang sur le capot d'une voiture. Quand il parla à Larry des cartouches d'encre, Larry supposa que l'argent avait été taché. Sur un coup de tête, il abandonna le sac. En réalité, comme les billets étaient encore emballés dans du plastique, la plupart étaient intacts. Mais de toute façon, ce braquage n'était plus qu'une histoire d'argent, c'était une question de survie. On ignore pourquoi Larry et Emile n'ont pas tenté de partir en voiture à cet instant. Ils ont peut-être pensé que leur voie de fuite était bloquée, ou bien choisi de se battre jusqu'au bout. Mais pendant les 20 minutes suivantes, tandis qu'Emile se remettait de sa blessure, Larry se battait seul contre des centaines d'agents du LAPD. Durant cet intervalle, il fut touché au moins 3 fois de plus, notamment sur le flanc, à un endroit non protégé par l'armure. Et pourtant, Larry continua à se battre. Il était probablement trop chargé d'adrénaline et de phénobarbital pour s'en rendre compte. Finalement, Larry a manqué de munitions pour son AK. Il courut à leur voiture, prit le HK-91 et reprit le tir. Alors qu'il passait près d'Emile, Larry essayait de lui dire quelque chose. Il fut interrompu par un tir direct dans le bras gauche. Frustré, Larry se mit à tirer sur un hélicoptère de presse qu'il enregistrait au loin. Mais heureusement, il manqua tous ses balles. La blessure l'empêchait de tenir correctement le fusil. Il dut désormais le poser sur son avant-bras, ce qui ruina sa précision. La situation était déjà mauvaise, et en plus, leur voiture avait désormais 2 pneus à plat à cause des tirs. Malgré cela, Emile commença à partir lentement, tirant par la fenêtre sur les policiers, tandis que Larry le suivait à pied. Pendant ce temps,
L'armure de Larry arrêta 3 balles de plus. Mais une balle toucha l'avant du puits de chargeur de son HK-91, l'endommageant et le bloquant irrémédiablement. Quand Larry tenta de recharger, le chargeur resta coincé. C'est à cet instant que le sort de Larry fut scellé. Il dut abandonner le HK-91 et passer au 3e AK-47 qu'il avait apporté. Mais comme il avait été modifié illégalement, l'arme s'enraya après quelques tirs. Pour la remettre en état, Larry devait retirer puis réinsérer le chargeur à chaque fois. Emile était désormais prêt à tout pour s'échapper. Il ouvrit la porte passager pour que Larry monte, mais pour une raison inconnue, celui-ci refusa. Larry claqua la porte et continua d'utiliser la voiture comme couverture pendant qu'Emile roulait à côté de lui. Finalement, ils atteignirent la sortie du parking nord et tournèrent vers le quartier résidentiel à l'est de la banque. Là se trouvait une voiture de police abandonnée et un semi-remorque derrière laquelle Larry se mit à couvert. Emile resta sur la route, avançant lentement et s'attendant à ce que Larry monte bientôt. Mais celui-ci s'était déplacé de l'autre côté du camion. Aucun des deux ne pouvait voir où était l'autre. Quand un policier tira sur Emile, il accéléra vers l'avant du semi-remorque et ne trouvait pas Larry. Larry était revenu à l'arrière, pensant qu'Emile y serait encore. Mais non, des agents étaient déjà dans le quartier et Emile dut accélérer pour les éviter. Désormais, Larry et Emile étaient complètement livrés à eux-mêmes. À cet instant, Larry était coincé entre un semi-remorque, une autre clôture en bois et 2 groupes de policiers, avec seulement un AK-47 défectueux et un Beretta M92 FS dans un holster d'épaule. Alors qu'il échangeait encore des tirs avec la police, il fut touché 2 fois dans le dos. Une balle frappa son gilet pare-balles, mais la seconde manqua la plaque et atteignit son artère sous-clavière, provoquant une hémorragie grave et de vives douleurs. Pris de panique, Larry perdit ses moyens. Quand son AK-47 s'enraya de nouveau, au lieu de simplement réinsérer le chargeur, ce qui aurait résolu le problème, il tira plusieurs fois la culasse, coinçant une balle et rendant l'arme impossible à remettre en service. Larry comprit qu'il n'avait plus d'option et se réfugia désespérément sous le semi-remorque. Mais les policiers avaient une ligne de tir dégagée et le forcèrent à sortir avec 2 nouvelles balles. Gravement blessé, perdant du sang et sans doute démoralisé, Larry rampa hors du dessous le camion, sortit son Beretta de son holster et tira d'une seule main sur la police. Mais les agents ripostèrent et touchèrent la main de Larry, le forçant à lâcher l'arme. C'était fini. Pendant ce temps, l'équipe SWAT de LA arrivait sur place et réquisitionnait des véhicules de police pour rechercher Emile. Il était en plein cœur du quartier, au volant d'une Chevrolet Celebrity avec 2 pneus crevés et un réservoir qui fuyait. Revenir chercher Larry n'était plus envisageable. Mais s'il voulait s'échapper, Emile avait besoin d'un nouveau véhicule. En progressant dans le quartier, il força une voiture à s'arrêter devant lui. Mais le conducteur, voyant un colosse masqué sortir d'une voiture criblée de balles, recula prudemment. Quand Emile le mit en joue avec son AK, il fit demi-tour et partit à toute vitesse. Emile resta en mouvement à la recherche d'autres véhicules. Cette fois, quand il tomba sur un pick-up, il ne négocia pas. Il tira avec son AK à travers les 2 pare-brises, projetant du verre au visage du conducteur et l'effleurant d'une balle. Heureusement, le conducteur réagit vite et abandonna le camion au milieu de la route, porte ouverte. Aussitôt, Emile gara sa cheville à côté, jeta le matériel restant dans la benne et s'installa au volant. Mais lorsqu'il voulut démarrer, impossible. Le conducteur avait retiré la clé du contact. Emile se baissa donc pour tenter un démarrage en direct. Pendant qu'il s'y employait, une équipe SWAT le repéra et se gara juste à côté. Emile sauta du pick-up à temps, quelques secondes avant que les balles ne criblent le siège du conducteur. Il se mit de nouveau à couvert derrière la Chevy et se mit à arroser l'équipe SWAT de balles. À chaque fois qu'il trouvait l'occasion de riposter, son armure le protégeait. Cela dura 2 minutes et demie, mais Emile finit par manquer de munitions pour son AK-47. Il dut prendre quelques secondes pour récupérer son XM15 Dissipator à l'arrière du pick-up. Cela donna un court répit à l'équipe SWAT, et l'un des agents remarqua un espace entre les roues des 3 véhicules. Il avait un angle sur les jambes d'Emile, non protégé. Quand Emile recommença à tirer, l'agent se coucha au sol et prit un tir précis, atteignant Emile au mollet. Puis il en tira un autre et encore un autre. Emile reçut plusieurs impacts directs aux jambes, mais il continuait à riposter. Il se coucha même à son tour,
et se mit à tirer sur l'équipe SWAT. Mais ce fut sa dernière erreur, car immédiatement une balle frappa son bras et il lâcha son XM15. Désormais désarmé, Emile leva les mains et se rendit. Malheureusement, pendant quelques instants, les agents SWAT restaient à couvert et ignoraient qu'Emile s'était rendu. Ils continuèrent donc à tirer, touchant plusieurs fois ses jambes. Finalement, ils cessèrent le feu et mirent Emile sur le ventre. Craignant qu'il n'ait une bombe ou une autre arme, un agent appuya le canon de son fusil sur l'arrière de la tête d'Emile pour l'empêcher de bouger. Le bout du canon était si chaud après tous ces tirs qu'il brûla la peau d'Emile. Larry était mort et désormais Emile était enfin menotté. Mais le LAPD avait reçu plus de 17 appels signalant divers incidents dans le quartier. Il soupçonnait donc la présence d'un troisième tireur en fuite. À cause de cela, les agents refusèrent de déplacer Emile, et même quand une équipe médicale arriva, ils leur dirent de partir. Ainsi, Emile resta là, au milieu de la route, avec des barbituriques dans le sang, ce qui le faisait saigner davantage. Au bout de 56 minutes, il se vida de son sang à cause de blessures aux jambes. Le secteur resta bouclé, jusqu'à ce que le LAPD conclue qu'il n'y avait jamais eu de troisième tireur. À 11h30, la fusillade de North Hollywood prit fin. Ce jour-là, plus de 300 agents du LAPD et du SWAT sont intervenus sur les lieux. 12 d'entre eux, ainsi que 8 civils, ont été blessés. Au moins 11 balles ont atteint la peau de Larry et Emile a reçu 29 blessures par balle aux jambes, plus une au front, mais leurs armures ont absorbé d'innombrables impacts. Plus de 2000 balles ont été tirées en 44 minutes, ce qui révèle presque du miracle qu'il n'y a eu que 2 morts, Larry Phillips Jr. et Emile Mateserano. Après la fusillade, le LAPD ouvre une enquête sur Larry et Emile. On découvrit d'autres fusils, des munitions, de l'armure et même un atelier d'explosifs. À l'époque, la plupart des agents portaient seulement un pistolet 9 mm ou un revolver calibre .38 et un fusil à pompe, inefficace à longue distance et incapable de percer les gilets pare-balles. De ce fait, on débattait déjà d'un meilleur armement pour les forces de l'ordre, mais peu de mesures avaient été prises. La majeure partie de la fusillade de North Hollywood fut filmée par des reporters et des hélicoptères de presse. Quand des millions de personnes ont vu en direct à la télévision 2 criminels lourdement armés affronter des centaines d'agents du LAPD et du SWAT, l'évidence s'est imposée. Les forces de police américaines étaient gravement sous-équipées et il était temps de changer. Au début de cette fusillade, les agents étaient manifestement dépassés en armement. Alors, ils se sont tournés vers des armureries proches pour y trouver des armes plus puissantes. Ils ont carrément prêté des armes à un magasin d'armes. En conséquence, des réformes d'ampleur sur l'équipement et les tactiques ont été mises en place dans les commissariats à travers les États-Unis. Ils ont commencé à doter les agents de carabines semi-automatiques de type AR-15 et autres armes longues, ainsi que de munitions améliorées. Dans certains cas extrêmes, des balles perforantes ont été même autorisées. Les gilets pare-balles des agents ont également été améliorés. Certaines unités adoptant des plaques de traumatisme en métal ou en céramique, voire des casques balistiques comme ceux des équipes SWAT. Bien que cet incident n'ait pas été la seule cause de la militarisation de la police, il a constitué un tournant majeur. Aujourd'hui, les forces de police américaines sont bien mieux préparées pour des situations comme la fusillade de North Hollywood. Espérons que cela ne se reproduise jamais. Mais si cela arrive, ils seront prêts.